Bonjour à tous, mercredi 23 juin, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau et on a comme invité aujourd'hui William Archambault. Comment ça va, messieurs? Hey, ça va bien, toi? Ça va Ça va bien, bien, ça va merci. bien. Max, souviens-toi, la semaine dernière, on a fait un balado avec toutes les nouvelles là, qui sont sorties en l'espace de quoi? De 1h30 à 2 heures. On a parlé évidemment de Chris Paul qui avait été affecté par la COVID et de la blessure également de Kawhi. Tellement de nouvelles qui sont sorties en 3 heures. On termine le podcast, on est content, ça a bien été. Et là, on se reparle plus tard, peut-être 3-4 heures plus tard, et on se dit, ben, ce balado-là, c'était parfait, mais on aurait presque pu le mettre au vidange, tellement qu'il s'est passé de choses entre le moment où on a terminé de le faire et le moment presque où ça a été mis en ligne. Mais on parle là, de 1 heure ou 2. Ça a été exceptionnel, toutes les nouvelles là, qui se sont produites au cours de la dernière semaine. Il y a eu la transaction, évidemment, de Kemba Walker, Rick Carlisle, bye-bye du côté des Mavericks de Dallas. On en reparlera évidemment plus tard, Max, mais pour le moment, on doit absolument commencer ce balado avec le match numéro 2 entre les Clippers et les Suns. On vous rappelle évidemment que Kawhi Leonard n'est pas là du côté des Clippers. Et du côté des Suns de Phoenix, on est encore une fois privé de Chris Paul qui devrait être disponible pour le match numéro 3. Mais c'est surtout, messieurs, de la façon dont ce match-là s'est terminé. Et pour les gens peut-être là, qui ne sont pas au courant exactement de ce qui s'est produit, Max, est-ce que tu peux nous imager de la meilleure façon possible le dernier jeu de la rencontre du match numéro 2 entre les Suns et les Clippers? Oui, écoute, avec plaisir. Donc, les Clippers gagnaient par 1 point. Paul George se fait fauter, va à la ligne de lancer franc, manque ses 2 lancers. Phoenix reprend le ballon, prend un temps d'arrêt, dessine un jeu pour un tir de 3 points du coin. Là, Devin Booker, on est allé doubler. On effectue le tir de 3 points. Je pense que c'était Michael Bridges, si je ne me trompe pas. Il manque, le ballon sort sur la ligne de fond. Et là, Phoenix n'a plus de temps d'arrêt. Donc, les arbitres doivent revoir la séquence, savoir est-ce que le ballon va du côté possession Phoenix ou du côté des Clippers. Ça permet à Monty Williams ou Jay Triano, là, on va en parler un peu plus tard, de dessiner un jeu. Et là, tu as Jay Crowder, il reste, je pense qu'il reste quoi, 0,9 secondes, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu as Jay Crowder en dessous de la ligne de fond. Il lance un lob. Devin Booker fait un écran pour DeAndre Ayton. Il prend le ballon. Un genre de alley-oop, si on peut dire. Et pour donner la victoire à son équipe, là, il restait 0,9 secondes. C'était incroyable. Et là, tout le monde a arrêté. Les arbitres étaient plus sûrs si c'était goaltending ou pas. Les deux équipes, mais on était sûr du côté de Phoenix que ça ne l'était pas. Là, même, on a vu des tweets là, par la suite de Tyson Chandler et tout ça, mais c'était incroyable là, de gagner un match sur une sortie de balle en lob. Ça me fait rappeler un peu là, les Raptors dans la bulle avec la passe de Lowry pour Anunoby. C'est sûr que du côté des Clippers, on n'avait pas Taco Fall à 7 pieds 7, mais on avait mis de Marcus Cousins qui était quand même gros et grand. Mais quelle situation, là, quelle fin de match. Puis, écoute, on le disait, les Clippers sont allés voler ce match-là. Moi, j'étais sûr que c'était fini lorsque Paul George allait à la ligne de lancer franc. Mais Playoff P, ou je me souviens plus comment on le surnomme maintenant, a eu de la misère avec ses lancers francs. Pandemic P, Max. Pandemic P. Exact. Ça commence à chauffer là, du côté des Clippers, mais quel match. Écoute, c'était un match des deux côtés. Qui à Phoenix s'ennuie de Chris Paul avec la performance de Cameron Payne hier? Incroyable. Écoute, je me souviens de lui plus pour ses danses qu'il faisait avec Russell Westbrook qu'autre chose. Puis pendant le match, il disait un peu là, son historique. Il y a 2 ans, ce gars-là, il était en Chine. Là. Il a joué, il n'était même pas dans la ligue. Donc, quand même incroyable de le voir performer. Puis la confiance qu'il a eue. Il a terminé avec 29 points, qui est un sommet en carrière. Puis il est un peu unorthodoxe, un peu à main gauche. Tu me faisais penser à Steve Nash, beaucoup de lay-up, des scoop lay-up, comme on dit, là, avec la main par en dessous, mais toute une performance. Puis là, il paraît que Chris Paul revient pour match 3. Donc, écoute, les Suns sont en mission. Ça va être difficile que le vent va tourner de bord dans cette série-là, d'après moi. William, comme le mentionnait Max, c'est pas la première fois que les Suns de Phoenix tentent ce même jeu-là. Évidemment, ça fait plusieurs années avec Jay Triano. Et ce qui est drôle, c'est que Jay Triano a vraiment gardé
à l'époque, là, je me souviens, ce jeu-là, dans sa petite poche d'en arrière pendant 15 ans, et là, finalement, décide de s'en servir. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du dernier jeu, justement, de ce match-là? Et est-ce que tu peux expliquer peut-être aux gens la règle dans une telle situation? Pourquoi on a été en mesure de faire ce tir-là, finalement? OK, ben, pour répondre à ta première question, c'était quand même assez intéressant de voir la défensive des Clippers. Parce que dans une situation en fin de match comme ça, avec 0,9 secondes à faire, tu t'es fait déjà dominer à l'intérieur pour la majorité de la rencontre par DeAndre Ayton. Tu le sais que ça va aller près de l'anneau. Donc, il faut absolument trouver une façon de bloquer cette tentative-là et ne pas avoir un alley-oop en fin de match. Oui, on a eu des situations dans le passé, comme Max a mentionné tantôt, avec OG Anunoby qui a réussi un tir incroyable l'année passée dans la bulle avec plus de temps sur le chronomètre de tir. On peut aussi penser à Derek Fisher en 2004 lorsqu'il a réussi Ouais, un tir avec 0,4 secondes à faire contre les Spurs de San Antonio ouais. lors du 5e match en série éliminatoire. Donc ça, c'était des gros tirs. Mais la majorité du temps, en fin de match comme ça, ce qu'on veut faire quand il reste moins d'1 seconde, puis on est en dessous de notre ligne de fond, on veut absolument aller faire un alley-oop, un lob alentour de l'anneau et le mettre dedans, exactement comme le jeu a été dessiné par Jay Triano et compagnie, Monty Williams et compagnie. Donc, j'aurais pensé que la défensive des Clippers aurait été meilleure sur ce jeu-là. On aurait explosé l'écran de Devin Booker. C'est Zubac qui jouait DeAndre Ayton sur cette position-là. Et on a un plus petit Devin Booker, 6 pieds 6, qui fait un écran dessus. Le joueur qui marquait Devin Booker, je pense que c'était Nicolas Batum, n'est même Oui, pas venu en aide pour exact. essayer de bloquer le tir ou le alley-oop par-dessus Zubac. Donc, dans une situation comme ça, j'aurais pensé qu'il y aurait eu une meilleure intelligence défensive dans une fin de match comme ça. Bref. C'était quoi ton autre question? Ta En deuxième fait, question? non, en fait c'était quoi la règle, finalement? Pourquoi on permet à Ah un oui, la joueur de règle, c'est toucher au ça. ballon au-dessus de l'anneau quand Ben, même? Ben exactement, OK. Ben, on sait c'est quoi l'interférence offensive. L'interférence offensive, c'est lorsque le ballon est tiré et c'est dans le cercle ou le halo au-dessus du rim. On ne peut Le pas cylindre. toucher au ballon, que ce soit l'équipe défensive ou offensive. On va déterminer si c'est une interférence du ballon à l'entour du panier. Mais dans un cas comme ça, ce qui est arrivé, c'est que c'était une passe. Donc, vu que c'était une passe, il n'y a pas d'interférence offensive. Donc, on peut lancer la passe vers le panier et ça peut être au-dessus de l'anneau. Et le joueur, tel qu'un DeAndre Ayton qui mesure 7 pieds 1, peut juste s'étirer le bras et mettre le ballon directement dans le cylindre. Donc, c'est exactement ça qui est arrivé. Dans une situation comme ça, on n'a pas d'interférence offensive. Donc là, comme tu l'as dit si bien, Max, ce sera difficile pour les Clippers, surtout sans Kawhi Leonard et le fait que Chris Paul risque de revenir au jeu pour ce match numéro 3-là. On l'a dit plus tôt et on s'est trompé, mais encore une fois, on se répète, mais c'est une série qui pourrait être courte de la façon justement qu'elle se joue et le fait que bon, Chris Paul revienne. Hier également, messieurs, dans la NBA, journée très importante, la loterie. Donc, pour savoir qui allait repêcher au tout premier rang au prochain repêchage en juillet de la NBA. Les Raptors de Toronto, pour l'événement, avaient envoyé Fred VanVleet. J'ai envoyé, mais c'est évidemment à distance, Il était Fred chez eux. VanVleet. Oui, c'est ça, exactement. Les Raptors avaient 7,5 des chances de repêcher au premier rang et 31,9 de repêcher dans le top 4. Et bien, si vous n'êtes pas au courant encore, ben, les Raptors de Toronto vont repêcher quatrième au total. Donc, on peut, je pense, déjà oublier Kate Cunningham. Mais il y a d'autres excellents joueurs quand même disponibles. Evan Mobley, Jalen Green, Jalen Suggs également. Donc, selon, ben, je pense qu'on n'ira pas nécessairement avec ce dont on a besoin. Je pense qu'on va y aller avec le meilleur joueur disponible. Donc, on a soit entre un joueur de centre ou deux très, très bons gardes. Max, parle-moi un peu de qu'est-ce que ça va changer pour les Raptors de Toronto. On a tellement chialé, entre guillemets, sur le fait, bon, pourquoi Pascal Siakam ne joue pas de match? Parce qu'évidemment, il était blessé. Là, on a finalement su que c'était pas juste pour se reposer en fin de match. La même chose pour Kyle Lowry. Donc, une saison de misère, une saison où on n'a pas été à domicile. Ben, on a été à domicile, mais à Tampa, mais pas à Toronto toute l'année. Une saison à oublier. Mais ultimement, on en retire quand même un quatrième choix au total. Évidemment, les Raptors ne sont pas un très, très bon joueur, mais peut-être qu'on va préparer
l'avenir sans Kyle Lowry avec les Raptors de Toronto, Max? Surtout si Ben, on c'est pêche sûr. un garde. Ben, exact. Puis je pense que ça démontre que, écoute, la loterie est là, puis que les Raptors ont été chanceux. Là. C'est la seule équipe qui a avancé dans le top 4. Qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est que ça peut-être précipite les choses en termes qu'on va aller chercher un joueur extrêmement talentueux. Je pense des quatre joueurs que tu as nommés, là, à part Cunningham. Après ça, tout dépendamment, Houston, est-ce qu'ils vont garder Evan Mobley? Je pense qu'ils veulent construire à l'entour de Christian Wood. Donc, peut-être que Mobley va descendre. Mais je regarde ces trois joueurs-là, puis je dis, pour les Raptors, il ne faut pas que tu repêches à cause que tu as besoin d'un joueur position c'est comme dans la NFL. Il faut que tu dises, prenons le meilleur talent et on va construire alentour. On a déjà un jeune noyau. On va rajouter à ce noyau-là. D'après moi, on va sûrement aller avec Jalen Green ou Jalen Suggs. Donc, est-ce que ça fait un effet domino? On dit, mais Kyle Lowry, cet été, on va le signer et l'échanger parce que je pense que c'est ça qui va arriver. Petit clin d'œil aux Sixers, je pense qu'on aurait eu besoin de Kyle Lowry dans la dernière série, mais on va en parler plus tard. Moi, je pense que, écoute, chanceux du côté des Raptors. C'est sûr que cette année a été un peu. On a fini en dents de scie, mais tu sais, on était supposé terminer septième, donc on n'était même pas. Les chances n'étaient pas de notre côté, là, les probabilités n'étaient pas de notre côté d'être top 4, donc on a été chanceux de ce côté-là. Maintenant, ben, il faut repêcher puis développer, mais après ça, Ouais. c'est. Vas-y. Avec ça, Max, c'est ma prochaine question justement à William. Est-ce qu'on repêche le choix? Ou est-ce que. Écoute, combien de fois on se disait, tu sais, peut-être que les Raptors sont un joueur de se rendre plus loin et d'être plus qu'une bonne petite équipe. Si tu es dans la peau de Masai Ujiri, William, est-ce que tu te sers de ce choix-là pour repêcher ou tu le transiges et t'essayes peut-être, sans vouloir dire une dernière fois, mais Kyle Lowry, comme on dit depuis le début, n'est plus très, très jeune. Peut-être que Kyle Lowry part aussi dans une transaction, mais est-ce que tu te sers de ce choix-là pour vraiment immédiatement chambouler un peu ta formation? On est dans une situation quand même assez spéciale du côté des Raptors. On aurait signé Fred VanVleet un contrat à long terme il n'y a pas trop longtemps. Même chose Ouais. avec Pascal Siakam. On a Gary Trent qu'on vient d'acquérir pour Norman Powell et on va lui faire donner une extension aussi en même temps. Donc, on va avoir quand même une grosse masse salariale à supporter du côté des Raptors. Et avec ces Ouais. joueurs-là qui sont assez talentueux, on se dit, ben, on veut être compétitif. On veut être une équipe qui va accéder aux séries et qui peut compétitionner pour un championnat. Mais de l'autre côté, tu te dis, est-ce que Kyle Lowry, comme tu mentionnes, est-ce que ça va faire partie d'un des joueurs qui va faire partie de notre noyau, compte tenu de son âge, et aussi le fait qu'il est quand même un joueur qui peut être encore très important pour une équipe. Par contre, les Raptors, d'après moi, ne vont pas être une équipe qui vont compétitionner pour un championnat l'année prochaine. Donc, est-ce qu'on utilise Kyle Lowry comme un appât pour aller chercher d'autres jeunes talents, des joueurs qui peuvent nous aider à bâtir ce noyau-là pour qu'on puisse vraiment compétitionner pour un championnat dans 2-3 ans? Quand Pascal Siakam va être encore très jeune et encore meilleur de ce qu'il est, Fred VanVleet aussi, Gary Trent, peut-être le choix de repêchage qu'on va repêcher cette année. Reste à voir. Max, tu l'as fait en mention, un petit clin d'œil aux 76ers qui auraient peut-être dû échanger pour Kyle Lowry Eh oui. Tout un le peu monde plus aurait tôt. dit. Je pense Il y a qu'il s'ennuie Miami, de même ça en ce moment. chose. Les Lakers auraient dû aussi potentiellement échanger pour Kyle Lowry. Ils ne voulaient pas se départir de Talen Horton. Donc, tu sais, d'un autre côté, tu te dis, regarde, c'est peut-être le moment pour Masai Ujiri d'échanger Kyle Lowry, aller chercher peut-être un ou deux bons jeunes joueurs pour Kyle. Et par la suite, rendu là, qu'est-ce qu'on fait côté repêchage? On sait que Masai Ujiri est quand même un joueur un dirigeant très, très, très créatif. S'il y a des belles opportunités qui se présentent, il va les prendre, il va faire un move comme on a vu avec Kawhi Leonard. Le gars, il n'a pas peur de faire des transactions qui peuvent être monstres. Il a tenté sa chance l'année passée en ne pas re-signant Gasol, en ne pas re-signant Ibaka, en pensant qu'elle allait avoir Giannis Antetokounmpo, malgré le fait que c'était comme dans les nuages qu'elle allait re-signer avec les Bucks. Fait que moi, je pense que la fenêtre pour gagner un championnat, c'était l'année passée. Masai Ujiri, lui, se disait, on va y aller all-in,
On va essayer de signer Giannis. On a encore Kyle Lowry. On leur a signé une extension d'1 an. Pascal Siakam a signé son contrat. On a de quoi faire. Par contre, si ça ne marche pas, ben là, il faut penser au futur. À court terme, quand même, parce qu'on ne va pas pour un rebuild pour gagner dans 10 ans, mais peut-être dans 2-3 ans. Donc, je pense ça. Puis, tu sais, d'un autre côté, ce qui est cool là, aussi, c'est qu'on regarde historiquement les Raptors qui repêchent au 4e rang. Qui les Raptors ont repêché au 4e rang au cours des 20 dernières années? On avait Chris Bosh Ouais. et Antoine Jameson. Qui a été Malgré le fait échangé. qu'Antoine Jameson pour Vince Carter, mais Antoine Jameson a eu une excellente carrière dans la NBA. Donc, ces deux joueurs-là qui ont été repêchés 4e, c'est des Hall of Famers quand même. Donc, peut-être que la tendance va se continuer et les Raptors vont pouvoir repêcher un joueur qui va avoir une carrière extraordinaire dans la NBA. Donc, très, très intéressant pour les Raptors dans cette position-là. Et Marcel Ujiri, comme tu l'as dit, habitué à trouver des joueurs entre les rangs 20 et 30. Et là, pour une fois, a la chance de repêcher dans la loterie. Il ne peut pas se tromper. En fait, il ne peut pas se tromper dans le sens que je pense que les 4 joueurs ou même les 5 joueurs que tu peux choisir à la position 4 sont exceptionnels. Mais il ne peut pas se tromper parce que si tu te trompes et qu'il y en a un là-dedans, finalement, qui n'atteint pas son plein potentiel, ben là, tu viens de perdre un an, tu viens de perdre un excellent choix au repêchage également. Et ça va avoir un impact à long terme du côté des Raptors parce que oui, ce choix-là va avoir un impact sur l'équipe probablement l'an prochain. Mais tu veux chercher un joueur vedette, tu veux chercher la superstar qui va être le centre de ton nouveau noyau, mais pas le noyau actuel, le noyau dans 5, 6, 7 ans. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On vous rappelle que les Pistons de Détroit repêcheront au tout premier rang. Donc Cade Cunningham va vraisemblablement porter les couleurs des Pistons de Détroit. C'est presque triste pour lui, maman. Ça va dans... Non, mais écoute, mais les Pistons ont eu des belles années avant, une situation... là, Alex. Oui, non, je comprends, sauf que les dernières... Bon, je pense que... Est-ce qu'Alex est là? Ça arrive une fois, mais pour continuer les points d'Alex, Cade Cunningham, Will, il a vraiment dit à tout le monde, moi, je vais m'entraîner avec une équipe, ça va être l'équipe qui est numéro 1. Fait que, je pense que Cade Cunningham puis toute la planète basket, à moins qu'il arrive quelque chose, va aller pour les Pistons. Mais les Pistons, c'est une jeune équipe. Écoute, on a eu 3 choix de première ronde l'année passée. Là. On est allé chercher Jerami Grant, qui a quand même joué du basket exceptionnel. C'est sûr que personne ne l'a vu parce que c'était les Pistons puis ils ont fini dans les bas-fonds, mais avec Dwayne Casey et tout ça... Sadiq Bey, oui, qui a une bonne saison. Qui joue bien, qui était sur l'équipe recrue. L'avenir, ça est prometteur, si je peux dire, entre guillemets. C'est sûr que les Pistons ne vont pas jouer pour le championnat l'année prochaine, mais tu te rajoutes un joueur, puis c'était une belle franchise là, dans le temps avec Ben Wallace qui était là hier pendant le repêchage. Ça fait 20 ans, ça. Même avant, là, si tu surmontes dans les années 80-90 aussi, tu sais. Ouais. Oui, avec les Bad Boys, mais je veux dire, tu sais, c'est un bon fanbase. C'est juste que faut que l'équipe gagne un peu pour que tu aies des gens dans les gradins. Les dernières années, là, ils n'ont pas eu beaucoup de pouvoir, donc c'est sûr que je pense que les calls qu'ils ont fait, aller chercher un joueur comme Blake Griffin, ben ça leur a ça leur a pas donné, ça leur a pas porté fruit, mais comme je te dis, l'avenir est prometteur pour Détroit, puis peut-être qu'ils vont compétitionner dans 4, 5, 6 ans. Et la plupart des premiers choix au total, ben, c'est ce que je voulais dire par rapport à Pauvlu, c'est juste que les premiers choix au repêchage se retrouvent souvent dans des situations excessivement difficiles, mais la bonne nouvelle, c'est que ça permet à ces joueurs-là d'avoir du temps pour se développer et atteindre finalement leur plein potentiel. Parlant de plein potentiel, un analyste qui a atteint son plein potentiel, et même plus encore, c'est clairement William Archambault. Encore une fois, très intéressant d'avoir la chance de te parler ce matin. Je sais que tu es un homme très occupé. Merci d'avoir pris le temps, encore une fois, là, de nous parler pendant ces quelques minutes ce matin. Salut, monsieur Potentiel. Plaisir, les gars. Salut, Will. Merci, William. Salut. Oui, Max, comme je le mentionnais plus tôt, beaucoup de nouvelles dans la NBA. Il y a eu la transaction, entre autres, de Kemba Walker, Rick Carlisle qui a été mis à la porte des Mavericks. Mais avant d'aller justement du côté de ces nouvelles, il faut revenir sur le
fameux match entre les Hawks d'Atlanta et les 76ers. Un autre match numéro 7 difficile pour une formation dirigée par Doc Rivers. Un autre match numéro 7 perdu en deuxième ronde par Joel Embiid et le process. Et le process, ouais. Ouais, sauf que là, le processus, je comprends, là. Sauf que depuis 2013-2014, là, on est allé. Écoute, les Sixers, ça a été excessivement difficile. 4 fois, on a fait les séries éliminatoires. Aucune fois, on a atteint la finale de l'Est. Et c'était un match quand même assez fou. Et on en a parlé la semaine dernière, mais Ben Simmons, ça, je pense que ça va être le dossier de l'heure dans la NBA cet été. Qu'est-ce que les 76ers vont faire avec Ben Simmons, qui a été, je cherche mes mots là, mais qui a été atroce pendant chacun des quatrièmes quarts de cette série-là. Premier match contre Atlanta, 2-2. Ça, c'est pas atroce, c'est correct. Ensuite, match numéro 2, 0-0. Match numéro 3, 1-1 du plancher. Ça, c'est au quatrième quart. Oui, c'est ça. Au quatrième quart. À partir du quatrième match, là, Ben Simmons, on a autant de points que théoriquement là, est ton numéro 2, c'est ça, a autant de points que toi et moi. Et si au moins Ben Simmons te donnait quelque chose, et à la fin du match numéro 7, il a dit « Ah, ben finalement, j'aurais peut-être pu en donner plus. Je sais que j'ai pas super bien fait. » Non, non, vraiment pas. C'est un petit peu trop tard, mon Ben. Tu comptes sur ce joueur-là pour épauler Joel Embiid, et honnêtement, il avait presque peur de tirer. J'ai l'impression qu'il savait qu'il était presque pour peur, manquer. Alex. Il avait carrément peur de tirer. Ouais, mais on peut pas savoir, on n'est pas dans sa tête, mais c'est vraiment. Non, ben, écoute, t'as raison, j'ai joué c'est au basket. l'impression que ça nous donnait. J'ai joué au basket, puis ça en est frustrant, puis je suis même pas partisan de Philadelphie, là, puis j'ai des amis aux États-Unis qui sont des die-hard fans des Sixers. Puis écoute, Ben Simmons, là, ils vont payer ses billets d'avion pour qu'il soit échangé, là, tellement qu'ils ont hâte qu'il s'en aille. Puis oui, tu as vu l'hésitation. Puis là, il y a eu un build-up. Puis tu sais, écoute, on en a fait là, une grosse histoire. Là, comment ça, il ne tire pas? Est-ce qu'il devrait être sur le terrain? Il n'est pas liable. Tu as même eu Shaq qui a dit, écoute, tu es allé à LSU, man up. Tu sais. Puis on sait que l'émission à TNT était à grands écoutes. Ouais. Mais tu l'as vu, là, il était hésitant. Au 7e match, là, j'ai encore cette manœuvre-là. Il va sur la bouteille, son dos au panier, il fait un beau jeu de pied, il est en dessous de l'anneau, il n'y a personne, là. Il y a quelqu'un qui s'en vient en aide, mais il n'y a personne. Puis il fake, il donne la balle. Je pense que c'est à Harris qui manque son tir. Carrément, là, on a dit, on veut bâtir avec ce joueur-là. Son ADN, c'est quand même fou. Là. Il est 6 pieds 9, meneur de jeu, excellent joueur défensif, mais pas capable de tirer du 3 points, incapable de tirer à un haut pourcentage de lancer franc et veut même pas tirer à l'intérieur du 2 points. Là. C'est pas comme si hier, on a vu Rajon Rondo, qui n'a jamais été connu comme le joueur qui tire le plus, qui distribue le plus le ballon. Mais quand il est ouvert, Rajon Rondo, il va essayer au moins de tirer le 2 points ou le 3 points. Des Sixers en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais je mentionnais tantôt, là, on doit s'ennuyer de Daryl Morey, là, le GM doit se mordre les doigts et se dire « Ah, j'aurais peut-être dû accepter l'échange pour Kyle Lowry, mais avec DC, on va à Paris. » C'est ça le basket, c'est ça la beauté. Mais en ce moment, le trio de Embiid, Simmons et Harris, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas à Philadelphie. On a fini premier, mais on a une équipe de saison régulière, puis on n'est pas capable d'amener ce momentum-là en série. Joel Embiid, comme je te dis, sur 2 bonnes jambes, est le joueur le plus dominant de la NBA. Il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Là. Dos au panier, tir de 3 points, se fait fauter, réussit ses lancers francs, va chercher des rebonds, bloque des tirs. Mais tu as besoin de l'encadrer, ce joueur-là. Il ne peut pas tout faire à lui tout seul. Puis malheureusement, il est étiqueté blessure après blessure. Mais du côté des Sixers,
écoute, c'est facile à pointer le doigt juste sur Ben Simmons. Est-ce que Doc Rivers aussi, avec son historique, comme tu le mentionnais, d'être capable de gagner des matchettes, c'était à la maison en plus contre une équipe des Hawks qui n'ont pas d'expérience en série. Là. Trae Ouais. Young, c'est ses premières séries qu'il joue. Des joueurs comme John Collins, Kevin Huerter, qui a joué un super match numéro 7. Ben Trae ouais. Young Oui, n'a parce pas, que a pas Young là, eu un était bien ordinaire. Là. très ordinaire, puis je Durant le pense match qu'il numéro cache une 7. Là. blessure à son épaule. Là. Je pense qu'il a terminé, 5 en 24 ou 5 en 23. Ça a été difficile, mais a terminé plus 7 sur le terrain. Donc, sans effectuer des tirs, avoir des statistiques incroyables, lui a été capable de bien distribuer le ballon puis de jouer de la défensive correcte. C'est sûr que quand tu joues de la défensive contre Ben Simmons qui tire pas, c'est un peu plus facile. Ouais. Mais écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à Ben Simmons. Là. C'était l'avenir de la franchise un peu avec Embiid. On est allé essayer d'aller chercher des gros joueurs, tu te souviens, dans les 2 dernières années. On s'est fait battre par Kawhi. Je pense pas que ça aurait dû arriver. Donc, un peu de malchance du côté des Sixers. Mais là, en ce moment, Ben Simmons, genre, j'espère que tu es dans un gym en ce moment et tu pratiques tes jump shots là, parce que tu peux pas être 0 en 0. Il a réussi 100% des tirs. Tu manques 100% des tirs que tu n'as pas. Je pense que c'est ça Ouais, c'est la ça. quote de Ouais. Wayne Gretzky. Mais écoute, tu joues 36 minutes et tu as 4 tirs tentés. Tu n'iras pas loin avec ça. Là. Donc, match numéro 4, les Sixers menaient par 18. Match numéro 5, les Sixers menaient par 26. Et là, dans ce fameux match numéro 7, tu as raison, Trae Young, c'était 5 en 23. Et malgré tout ça, tu perds. Doc Rivers, maintenant, 5e match numéro 7 perdu à la Ouais. maison. Ça, c'est un record de la NBA. Le deuxième, c'est Pat Riley avec 2. Juste vous dire ça comme ça. Mais Ben Simmons, moi, j'ai des gros doutes. Pas par rapport au fait que ce soit un bon joueur ou pas. Je suis en train de me demander, le véritable joueur numéro 2 dans cette équipe-là, ça aurait dû être qui? C'est Harris? Ben non, c'est supposé être Ben Simmons, OK? C'est un joueur qu'on est allé Supposé. repêcher. Mais c'est supposé. Mais moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé? C'est les propos d'après-match. De un, tu l'as mentionné, Ben Simmons qui dit « Ah, j'aurais dû en faire plus. » Ben ouais, mais t'aurais dû le faire le 7 matchs avant. Et de l'autre côté, Doc Rivers, il n'y a pas trop... moi, en tout cas, je pense que l'état-major sont en train de se questionner à savoir OK, comment on peut échanger Ben Simmons en ce moment parce que il n'est pas liable. Excuse-moi, j'ai juste le terme en anglais, mais c'est parce que Tu peux pas vraiment lui il fait faire rien. confiance, c'est ça que tu veux dire, Et essentiellement? on peut pas y faire confiance au 4e quart. Oui, on lui fait confiance d'un côté du terrain, qui est le côté défensif, mais en même temps, c'est un meneur de jeu. Là. C'est lui qui a le ballon 60-70% du temps. Excuse-moi, Max, mais ça, c'est une autre question que j'ai. Est-ce que c'est vraiment un meneur de jeu? Est-ce qu'on a décidé de l'employer comme meneur de jeu à 6 pieds 9, alors que c'est un ailier, finalement, puis qu'on devrait tout simplement le faire jouer comme ailier? Et mon autre sous-question pour toi, est-ce que c'est vraiment une deuxième option dans une excellente formation? Est-ce que ce ne serait pas justement, encore une fois, le genre de joueur qui serait peut-être meilleur en étant la troisième option? Ben Simmons, c'est pas un gars qui va dribbler le ballon et faire un tir à 3 points. C'est pas un gars qui va nécessairement créer pour lui-même. Donc, rendu là, c'est un joueur qui joue off the ball et tu le cherches, tu lui envoies le ballon, il va essayer de créer quelque chose. Est-ce que c'est une deuxième option pour toi, Ben Simmons, encore? Ben, c'est tellement compliqué parce que Ben Simmons, je pense qu'il est unique en termes que qu'est-ce qu'il fait avec le ballon, sa grandeur, la façon qu'il joue défensif, mais le fait que, comme tu dis, s'il n'est pas en transition, il ne va pas créer un tir pour lui. S'il est libre à 3 points, il ne va même pas regarder l'anneau. Là, c'est rendu, même s'il est libre en dessous de l'anneau, il ne regarde même pas l'anneau. Donc, pour répondre à ta question, je ne pense pas que c'est une deuxième option. Dans une bonne équipe, ça ne serait pas une bonne option. Le seul problème, c'est qu'on l'a étiqueté où il est venu avec la mentalité que, OK, Ben Simmons, ça va être le nouveau meneur de jeu 2.0 à 6 pieds 9. Tu te souviens, dans le temps, on avait des Sean Livingston qui étaient rendus plus grands. On essayait d'aller à des meneurs de jeu un peu plus grands parce qu'on va dire, ils sont capables d'être aussi rapides que les plus petits. Mais là, le problème, c'est que tu as construit ton équipe avec Ben Simmons en 1. Là. Si tu l'enlèves de là, c'est aussi mieux de l'échanger.
Parce que là, ça te prend un meneur. On n'est pas. J'ai pas regardé le repêchage, mais si les Sixers repêchent, c'est 27-28e. Tu n'iras pas chercher un diamant à moins que tu es comme les Spurs et tu es chanceux là-dedans. Mais t'as qui? T'as Mais pas Tyrone quelqu'un Maxey qui va après qui t'aider vient? là, là. C'est pas Non, un c'est joueur ça. qui va t'aider là. Puis le process, c'est en ce moment, là, tu sais, Joel Embiid, il veut pas C'est gagner un maintenant, championnat là. dans 10 ans, là. Donc, Mhm. c'est extrêmement difficile pour les Sixers. Et même moi, qui, comme je te dis, je suis même pas un fan des Sixers, je trouve ça frustrant pour eux autres. Parce Ouais, c'est qu'ils sont, raison. on dirait, qu'ils sont toujours rendus proches. Cette année, tu te disais, hey, écoute, son premier, je pense que l'émergence de Curry est en train de venir avec cette équipe-là. Là, Danny Green était blessé, mais tu sais, Danny Green aidait aussi cette équipe-là. On va entourer Embiid de joueurs qui sont capables de tirer du 3 points à part Simmons. Mhm. Mais de l'autre côté aussi, Tobias Harris n'a pas connu d'excellentes séries. Vraiment un gars haut et bas, Quelques bons pas matchs. constant. Il a connu des matchs corrects, Mais c'est pas mais normal que Seth Curry a été le gars qui s'est démarqué. c'est ça, c'est ça. Parce que Curry, dans tes trois options, dans ton top 3, n'est pas là. C'est Embiid, Harris, Simmons ou Embiid, Simmons, Harris. Donc, euh, ça va être un été, je pense, assez Ouais. mouvementé du côté des Sixers parce que on n'a pas eu peur de renvoyer le coach le 2 ans. Je veux dire, l'année passée, on n'a pas eu peur de faire des gros échanges, échanger des joueurs pour gagner maintenant. Le problème, c'est qu'on n'a pas gagné. Puis notre temps, notre fenêtre, si je peux dire, est en train de se ratresser. Puis Joel Embiid, là, il est amoché là, en ce moment. Là. Ben, Et comme c'est chaque année année. après année. C'est ça le problème. Donc, de là, l'urgence de la situation pour les Sixers, parce que, écoute, je peux me tromper, là, mais je pense pas que Joel Embiid va jouer jusqu'à 40 ans. Là. Je On ne ne penserais sait pas. pas jusqu'à quand il va jouer. Donc, préférablement, c'est mieux de gagner immédiatement dans le cas de Joel Embiid. On doit évidemment donner beaucoup de crédit aux Hawks d'Atlanta et à Nate McMillan. Nate Notre McMillan est prédiction allé était peut-être bonne aussi, Alex. Notre en prédiction 7, était mais bonne. écoute, on a été les deux de 20 à RDS. Tous les deux, on a été les seuls à prédire, je pense, là, à moins que je me trompe, les Hawks en 7. Le seul problème, c'est que je pense que c'est notre seule prédiction. C'est avéré Ouais. vrai. Mais c'est pas grave, Non, c'est pas mais ça, grave. faut pas que tu le dises, ça. OK, c'est ça qui arrive. Faut pas que tu le dises. Mais Faut que tu dises comme je juste, faut que tu te souviennes juste de les bons coups que tu as fait, pas des mauvais coups. pas des mauvais. C'est pareil comme au basketball, finalement. Exact. Nate McMillan, qui n'a pas été nommé entraîneur de l'année dans la NBA, ça a été Tom Thibodeau, mais Nate McMillan, là, si on faisait le vote à partir des séries même, il le Non, à méritait partir de la moitié de amplement. la saison. Oui, parce que les Hawks avaient une fiche de 14-20 lorsqu'il s'est amené au mois de Exact. mars. Et depuis ce temps-là, fiche de 35 victoires contre 15 revers. Les Hawks d'Atlanta, vraiment, ça a été une histoire formidable. Il n'y a personne qui s'attendait à les voir là. Oui, on avait du talent. Oui, on avait une jeune superstar en Trae Young. Mais de se rendre maintenant jusqu'en finale de conférence. Oui, ça va être difficile contre les Bucks de Milwaukee, mais simplement le fait de se rendre là, ça témoigne vraiment là, du travail accompli chez les Hawks d'Atlanta. Brièvement, Max, parlons de cette série entre les Hawks et les Bucks. Ça a été compliqué aussi pour les Bucks de Milwaukee. Les Oui. Nets de Brooklyn qui menaient la série 3-2. On a réussi à gagner le match numéro 6 à la maison, donc à Milwaukee. On vous rappelle, il y a certains analystes aux États-Unis qui disaient pourquoi pas reposer Kevin Durant et James Harden, parce que de toute façon, il va y avoir un match numéro 7. Finalement, c'est ce qui s'est produit. Il y a eu un match numéro 7. On a cassé beaucoup de sucre sur le dos de Giannis Antetokounmpo, de Chris Middleton, qui connaissent de bonnes séries, mais ça dépend vraiment des matchs. Mais vraiment, dans le match numéro 6 et dans le match numéro 7, Giannis a été très bon. 30 et 40 points. Middleton, 38 et 23. Mais Kevin Durant, pour moi, même si, il a été éliminé en deuxième ronde, Kevin Durant, je garderai en mémoire que ça a été le meilleur joueur des séries 2021. Dans le match numéro 7, il a encore une fois été formidable. Il n'a pas eu le choix. Il a joué encore une fois chacune des secondes de ce match numéro 7, comme il l'avait fait dans le match numéro 5. Il a terminé avec 48 points. Ça, c'est un record de la NBA pour le plus grand nombre de points.
dans un match numéro 7, mais ça n'a pas été suffisant. Et les Nets, Max, là, qui ont peut-être perdu ce match-là par un pouce, même Sur son pas. tir qui a réussi, ouais. Ouais, Il puisque avait Kevin son pied Durant, sur la bon, ligne. touché à la ligne. À quoi tu t'attends de cette série-là entre les Bucks et les Hawks? Ben, écoute, il n'y a pas de match de jouer, là, puis tu regardes ça sur papier, puis tu te dis, écoute, avantage Milwaukee, ils vont essayer de finir ça en 5 ou en 6. Les deux équipes sont en santé, si je peux dire. Peut-être Ouais. qu'ils traînent un peu de bobo, là, mais on a dépensé beaucoup d'énergie là, du côté des Bucks pour finir ça en 7 en surtemps contre les Nets. Ça va être. Je veux pas dire que ça va être un walk in the park, mais je pense que ça va être les confrontations vont être un peu plus faciles en termes que t'as pas un Kevin Durant là, du côté d'Atlanta, t'as Trae Young et ça va être Drew Holiday contre Trae Young. Puis Drew Holiday, on le connaît, un excellent joueur défensif. Faut juste pas qu'il faute Trae Young parce qu'on a vu même Trae Young va tenter beaucoup de tirs dans un match. Mais je pense que là où il fait mal, c'est quand il va à la ligne de lancer franc 10, 12, 14, 15 fois par match parce qu'il réussit à un haut taux de pourcentage. Je pense que l'affrontement Capella, Lopez, ça va être correct. Capella va être content de ne plus avoir à contrer Joel Embiid. Mais du côté des Hawks, c'est qu'est-ce qu'on va faire contre Chris Middleton et Giannis Antetokounmpo. Je pense pas qu'on a la recette ou la réponse pour arrêter ces deux joueurs-là. Fait que c'est pour ça que j'ai pris les Bucks en 5 dans ma prochaine prédiction là, sur la RDS.ca. J'ai hâte de voir quand même parce que les Hawks, moi je pense que j'ai pris Bucks en 6, mais les Hawks ont quand même une belle profondeur en provenance du banc. Et on l'a vu tout au long des séries. Le problème, c'est Ouais, que là, on joue contre une formation également avec une bonne profondeur, les Bucks de Milwaukee, et on exact. doit se battre contre Giannis. Bref, parenthèse, le fait qu'Giannis soit maintenant en finale de l'Est, c'est une bonne nouvelle pour la formation canadienne en vue du tournoi de Oui, qualification. c'est pas une Simplement bonne nouvelle pour Peter. Non, mais Peter nous a dit que même sans Yanis, écoute, il pense que le Canada devrait battre la Grèce, mais même sans Yanis, Peter nous assure là, que la Grèce forme une très bonne équipe. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi Oui, dans ce tournoi de qualification. Simplement pour revenir sur les Hawks, première équipe depuis les Pacers en 1994 à atteindre la finale de conférence sans avoir un joueur étoile. On s'entend que Trae Young est un joueur étoile, comme Reggie ben, c'est un Miller à snob, l'époque ça. était un joueur étoile, Exact. mais ce n'est pas un joueur qui a été donc élu au match des étoiles cette saison. Donc, est-ce que la belle histoire des Hawks va se poursuivre ou elle va se terminer abruptement avec une défaite contre les Bucks de Milwaukee? Ben, c'est ce qu'on suivra pour vous tout au long de la semaine. Énormément de basketball là, aussi sur les ondes de RDS. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, donc 4 jours de suite. Bien hâte de vous y retrouver. Max, en terminant, ben, justement, revenons sur les quelques nouvelles là, qui ont marqué l'actualité de la NBA au cours de la dernière semaine. Et je dirais à commencer peut-être par la fameuse transaction qui envoie Kemba Walker, le 16e choix au total, un deuxième choix également au Thunder d'Oklahoma City contre Al Horford, donc le retour de Horford Le à retour. Boston, Moses Brown et un choix de deuxième ronde en 2023. Horford se plaisait bien à Boston. Sa femme aussi, on l'a vu sur Twitter la semaine dernière, très heureuse, elle, de retourner à Boston. Horford était dans une situation perdante, on s'entend avec le Thunder d'Oklahoma City, mais Sam Presti, le magicien, avec un autre choix de première ronde. Écoute, il y a eu un choix de première ronde pour faire l'acquisition de Al Horford, et là, il y a un autre choix de première ronde pour échanger Pour se Al Horford. départir. Moi, c'est ça, c'est quand même assez spectaculaire. J'aime beaucoup Moses Brown. C'est un joueur capable de te donner dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des matchs, et on l'a vu cette saison, 20 Il a points, bien 15 terminé, ouais. rebonds, capable de finir 15-15, 18-18. Donc, j'ai hâte de voir le potentiel de Brown, mais pour mettre la main sur Kemba Walker, et je ne parle pas de Kemba Walker, le joueur, parce que je n'ai pas l'impression que Kemba va jouer avec le Thunder la saison prochaine. Je le répète chaque fois que je parle de Sam Presti, je vais être fatigant, je comprends, là, mais il y a des directeurs généraux qui sont bons pour construire les équipes.
mais pour déconstruire une équipe au cours des dernières années. Je m'excuse, là, mais il se fait pas mieux que Sam Presti. C'est exceptionnel ce qu'il a réussi à faire. Réussi à ramasser des contrats que pas nécessairement toutes les formations veulent, en échange Exact. de choix au repêchage. Et là, échange ces joueurs-là par la suite pour d'autres choix au repêchage. Malheureusement pour lui, lors de la loterie hier, ça n'a pas nécessairement tourné comme il l'aurait souhaité, mais quand même, 3 choix de première ronde pour le Thunder de Oklahoma City. Je me demande vraiment ce que Sam Presti va faire avec ces choix-là, mais j'aimerais avoir peut-être ton opinion sur cette transaction-là. Est-ce que c'est une bonne première transaction pour Brad Stevens, là, sous l'ère Brad Stevens pour les Celtics? Écoute, le temps nous le dira. Je pense que sur papier, c'est une bonne transaction parce que Kemba Walker aussi est un autre joueur qui est maintenant étiqueté blessé à Ouais. outrance. Puis, je dirais qu'il n'est pas capable de revenir là, après son recovery, puis de revenir à 100%. On en parlait, je pense que je suis pas surpris de voir. Je pense que je suis surpris du moment que ça a été fait. Ça a été très tôt c'est même pas la saison morte, là. Habituellement, il n'y a pas d'échange pendant les séries. Je suis pas surpris que Kemba Walker soit échangé. Je suis surpris que du moment que ça a été fait. Mais on libère l'espace. Écoute, c'était quoi? C'était 30, 34, 35 millions, Ouais. Kemba Beaucoup de Walker. flexibilité, là. Oui, c'est ça. Donc, on a plus de flexibilité, puis on veut vraiment rajouter une troisième option. Peut-être re-signer Evan Fournier aussi, là, qu'on a acquis pendant la saison Mhm. morte. Mais, tu sais, avoir un bon meneur de jeu pour seconder Tatum et Brown. Euh, Moi, je pense qu'on s'est donné de la flexibilité. Écoute, je ne sais pas si Brad Stevens serait content d'aller chercher un Kyle Lowry, mais peut-être. Je pense pas qu'on veut transiger là, dans les mêmes divisions. Des fois, c'est pas ce que les directeurs généraux veulent le plus, mais une bonne transaction. Je pense que le temps nous dira. Du côté d'OKC, Kemba Walker, on l'a vu. Est-ce qu'il va être échangé? Il va peut-être jouer une année puis être échangé par la suite. C'est un peu comme George Hill a fait, comme Al Horford a fait. C'est comme si Sam Presti rachète un peu le contrat de ces joueurs-là et ils disent, bon, Ouais. ben, je te donne une année, tu n'as pas de pression ici. Euh, Prends ton temps pour faire ta réhabilitation, reviens en santé, puis après ça, je t'échangerai pour une équipe qui a besoin de toi ou qui ont un besoin plus criant que moi. Parce que moi, je suis Sam Presti, je veux des choix de première ronde, puis je veux construire pour le futur. Donc, je pense que c'est une bonne transaction des deux côtés, en espérant que. Parce que, tu sais, Kemba Walker, là, c'est un excellent joueur là, en santé. Là, c'est un des meilleurs meneurs de jeu. Puis, il était. Écoute, il y avait la franchise des Hornets ou des Bobcats, là, je me souviens plus, là, à Charlotte, tu sais, puis il n'était pas blessé dans ce temps-là. C'est juste que là, il s'est blessé la première fois à Boston, ça a été réaggravé. Puis comme je te dis, son temps de récupération, on dirait, jamais revenu à 100%. Peut-être qu'on l'a précipité. Je sais que cette Ouais. année, il ne jouait jamais les deuxièmes matchs en 2 soirs. Mais moi, je pense que si je suis OK ici, j'ai aucune pression. Je lui dis, euh, reviens quand tu vas être à 100%. Et après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va voir. Je pense pas qu'on va l'échanger tout de suite. Là. Et la venue en fait, le retour de Horford également va mettre toute la pression sur les joueurs de centre du côté des Celtics. On n'a jamais vraiment réussi à trouver une solution pour remplacer Horford. Il s'amène Ouais. donc, j'ai le goût de dire comme troisième option, mais pas nécessairement. Kemba Walker qui disparaît, est-ce que c'est une addition par soustraction? En fait, là, tu as Brown et tu as Tatum et tu n'as pas essayé de garder Kemba Walker heureux aussi. C'est peut-être ça. Ouais, mais en même temps, il était blessé, fait que c'était difficile, tu sais. Ouais, C'est difficile pour un joueur d'essayer de te donner 100% lorsque son corps est, tu sais, son corps est juste pas capable. Puis meneur de c'est jeu, c'est vrai. extrêmement difficile comme position parce que la pression est sur toi beaucoup. Comme je te dis, tu as le ballon le plus souvent Mhm. et il n'y a pas un partisan des Celtics qui était contre l'acquisition de Kemba Walker il y a 3 ans. Là. Tout le monde disait, écoute, hey, on vient d'avoir, on a Ouais. notre top 3, on va avoir une super bonne équipe, on va se rendre dans le carré d'as. Malheureusement, euh, je pense que c'est un thème qui revient souvent, ce podcast-ci. C'est la chance aussi qui vient avec les équipes. Il ne faut pas que tu aies de blessure. Donc, je pense que oui, je pense que tu le dis bien là, c'est une addition par soustraction.
Max, le temps file, là, peut-être en 1 minute. Je sais, bon, et je pense que les gens à la maison le savent également depuis le temps qu'on fait le basket de la NBA ensemble et le balado du centre-ville. Tu es un partisan des Mavericks de Dallas. C'est Rick Ouais. Carlisle a été mis à la porte par les Mavericks. Est-ce que tu as été surpris de cette décision-là? Est-ce que c'était le temps d'effectuer ce changement à titre de coach pour les Mavericks? Ben, c'était pas un changement parce que c'est Rick Carlisle qui a décidé de sortir son année de contrat puis de résigner, si je peux dire. Ouais, Oui, je suis mais. un peu surpris, mais Ah, on Max, oui, entend beaucoup de mais. rumeurs. Oui, mais c'est ça. Tu Mais on entend beaucoup de rumeurs en ce moment qu'il y avait une bisbille entre lui et Luka Doncic. sais, là, le divorce à Même chose, l'amiable, là, moi, je crois pas à ça, là. Désolé, mais je crois c'est pas à ça. sûr. C'est sûr, puis je pense qu'il y a au moins 5 équipes qui ont déjà appelé Rick Carlisle à savoir s'il est prêt à coacher leur équipe l'année prochaine, dont les Celtics. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait à Dallas. Là. On a beaucoup de dossiers chauds. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Luka. Je pense qu'il faut signer Supermax. Après ça, est-ce qu'on peut tenter d'échanger un Kristaps Porzingis qui demande un super gros salaire puis que lui aussi est blessé à outrance? Euh, Ben, c'est difficile. mais c'est ça. Pour Porzingis, là, juste une brève parenthèse, Max, je suis désolé de te couper. C'est Est-ce correct. que le problème, c'est Rick Carlisle ou c'est Kristaps Porzingis? Est-ce que c'est Carlisle qui disait, ben, Luka, let's go, je te donne les clés de cette formation-là, je te donne le ballon, va marquer. Est-ce que c'est Carlisle qui a mal utilisé Porzingis ou c'est Porzingis qui a mal joué? Ben, Et moi, je comme tu as pense vu que Rick plus de matchs Carlisle que moi, Ouais. Moi, je pense que Rick Carlisle voulait utiliser Porzingis, mais une fois sur deux, il n'était pas dans le line-up parce qu'il était blessé. Donc, ouais. c'est ça qui était difficile. Parce que je pense que Luka et Kristaps se complètent bien en termes d'écran et sort ou écran et roule. On le complète bien aussi avec un Tim Hardaway Jr. Mais je sais pas, le problème du côté, c'est ça, c'est que on est allé all-in, si je peux dire, avec l'échange de Kristaps. On a donné beaucoup. Et, et malheureusement, ben, on savait qu'il y avait un historique de blessure. On pensait qu'il allait être correct. On a pris un pari, puis là, ben, ça servir contre nous. Mais ça va être difficile là, pour les Mavericks. Comme je te dis, beaucoup de dossiers chauds. Il y a beaucoup de pourparlers, là, comme il y a une ambiance malsaine dans l'organisation, je veux dire, au deuxième étage, là, avec les directeurs d'opération, le GM qui est parti aussi, là, Donnie Nelson. Maintenant, l'entraîneur, Rick Carlisle, qui était là longtemps, qui est parti. Donc, un été mouvementé Ouais. pour Dallas. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais je pense que la priorité 1, là, c'est de trouver ton joueur vedette, ton joueur super vedette, signe-le avec le super max, puis après ça, tu régleras les autres problèmes. Ouais, en terminant, vous mentionnez que Chauncey Billups, Becky Hammon et Mike D'Antoni passent donc à la deuxième portion des entrevues pour le poste ouvert avec les Trailblazers de Portland. Est-ce qu'on aura la chance de voir une première femme à la tête d'une formation de la NBA? Ben, je lui souhaite de tout cœur, que ce soit avec les Oui, Trailblazers de Portland ou ailleurs. Max Boudreau, toujours un grand plaisir de faire ce balado en ta compagnie. Un 45 minutes, 1 heure là, qui passe toujours très, très vite. On remercie également William Archambault pour son temps. On a tellement une belle équipe. Tu sais, je comprends que que les gens à la maison voient ça de l'extérieur, mais on a tellement la chance de travailler avec une belle équipe dont tu fais partie. Euh, des gens qui ont d'autres emplois, évidemment, comme toi, mais qui nous donnent semaine après semaine du temps pour le balado du centre-ville. C'est toujours vraiment un bonheur également de vous oui. savoir si nombreux à l'écoute. Donc, merci encore de vous informer grâce à nous. Et on espère qu'on donne un bon show, un bon spectacle. Parlant de prochain spectacle, non, c'est pas Max Boudreau qui va chanter à la Saint-Jean demain. Notre prochain Snack rendez-vous bar chez pour le Raymond, balado. non? On pourrait Ben, faire snack peut-être, bar chez peut-être. Raymond la prochaine fois. On pourrait faire ça, effectivement. Prochain rendez-vous, ce sera donc mercredi, encore une fois, le 30 juin prochain, puisque le 1er juillet est un jour férié, tout comme demain, Saint-Jean-Baptiste, 24 juin. Donc, on se retrouve exceptionnellement pour un deuxième mercredi de suite, mercredi prochain, le 30 juin, pour une autre édition du balado du Centre-Ville. D'ici là, je vous rappelle, il y a des matchs, enfin, il y a un match à l'affiche à RDS mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Donc, on vous invite à regarder la grille horaire pour de plus amples formations. Max Boudreau, encore une fois, un gros merci ce matin pour ton temps et on se retrouve mercredi prochain pour une autre édition du Balado du Centre-Ville. Ça fait un plaisir. Bye Alex, bye tout le monde.